Eudes Spinoza, les secrets cachés qui ont ébranlé l'Europe. Imaginez un homme qui, par ses seules paroles, a fait trembler les fondements de l'Europe entière. Un philosophe dont les idées étaient si dangereuses qu'elles ont été interdites pendant des siècles. Nous sommes en 1632 dans une petite maison d'Amsterdam et un enfant vient de naître. Cet enfant va devenir l'un des penseurs les plus révolutionnaires de l'histoire humaine. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les récits qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations historiques fascinantes. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure découvrez-vous cette histoire. Votre présence compte énormément pour nous. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce en l'air aide vraiment à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Cela nous aide énormément à continuer ce travail de révélation historique. Baruch Spinoza. Ce nom vous dit-il quelque chose? Savez-vous qu'il a été le premier homme à oser dire publiquement que les religions organisées étaient des instruments de manipulation politique? Connaissez-vous l'histoire de ce philosophe qui a été maudit par sa propre communauté juive à l'âge de 24 ans? En 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne une malédiction terrible. Les anciens de la communauté juive prononcent le hérem, l'excommunication la plus sévère qui soit, contre un jeune homme de 24 ans. Baruch Spinoza, fils d'une famille de commerçants respectés, vient d'être banni à vie de sa communauté. Mais pourquoi? Qu'avait-il fait de si grave pour mériter une telle condamnation? La réponse se trouve dans les questions que ce jeune homme posait déjà. Des questions qui dérangeaient profondément l'ordre établi. Spinoza osait demander « Et si les textes sacrés n'étaient pas d'origine divine? Et si les miracles n'étaient que des phénomènes naturels mal compris? Et si les autorités religieuses utilisaient la peur pour maintenir leur pouvoir? » Ces questions, apparemment innocentes, touchaient au cœur même du système de croyance de l'époque. Elles remettaient en question non seulement la religion juive, mais toute l'architecture du pouvoir religieux européen. Savez-vous dans quel contexte historique grandit Spinoza? L'Europe du XVIIe siècle était déchirée par les guerres de religion. La guerre de 30 ans venait de se terminer, laissant l'Europe exsangue. Des millions de personnes avaient péri au nom de différences doctrinales souvent incompréhensibles pour le peuple. Les Pays-Bas, refuge de Spinoza, étaient l'un des rares endroits où une certaine tolérance religieuse existait. Mais même là, les limites étaient strictes. La famille Spinoza avait fui l'Inquisition portugaise. Il faisait partie de ces juifs séfarades qui avaient échappé aux persécutions ibériques pour se réfugier en Hollande. Bento, comme on l'appelait alors, avait grandi en entendant les récits terrifiants de l'Inquisition. Il connaissait le prix de la libre pensée. Il savait ce qui arrivait à ceux qui osaient questionner l'orthodoxie religieuse. Pourtant, quelque chose en lui refusait de se taire. Était-ce la conscience de l'injustice? Était-ce l'amour de la vérité? Ou était-ce simplement l'incapacité de fermer les yeux sur les contradictions qu'il voyait partout autour de lui? Imaginez la scène. Nous sommes en 1656, dans cette synagogue d'Amsterdam. Les dirigeants de la communauté juive, hommes respectés et craints, se lèvent pour prononcer l'anathème contre le jeune Spinoza. Leurs mots résonnent dans le silence tendu. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Mais que ressentait Spinoza à ce moment-là? Était-il effrayé? Était-il soulagé? Ou était-il déjà libéré par cette rupture définitive avec les chaînes de l'orthodoxie? Cette excommunication marquait le début d'une odyssée intellectuelle qui allait transformer la pensée européenne. Spinoza venait de perdre sa famille, sa communauté, son identité sociale, mais il avait gagné quelque chose de plus précieux, la liberté absolue de penser. Les années qui suivirent cette rupture furent décisives. Spinoza s'installa à Rijnsburg, puis à Voorburg, vivant modestement de son travail de polisseur de lentilles. Mais savez-vous pourquoi il choisit ce métier?
N'était-ce pas symbolique qu'un homme qui voulait clarifier la vision du monde se consacre littéralement à polir des vers? Dans son atelier, entre les meules et les outils de précision, Spinoza développait une philosophie révolutionnaire. Il appliquait à la réflexion philosophique la même rigueur qu'il apportait à ses lentilles. Chaque idée devait être polie, affinée, perfectionnée jusqu'à atteindre la clarté cristalline. Mais cette période de sa vie nous révèle aussi un aspect crucial de sa personnalité. Spinoza refusait systématiquement les positions prestigieuses qu'on lui offrait. L'université de Heidelberg lui proposa une chaire de philosophie. Il refusa. Des mécènes fortunés voulaient le soutenir financièrement. Il refusa. Pourquoi cette obstination dans l'indépendance? Avait-il compris que toute dépendance économique était une forme de servitude intellectuelle? Cette indépendance farouche lui permit de développer une pensée véritablement libre. Dans le secret de son atelier, il rédigeait des textes qui allèrent faire trembler l'Europe. Le traité théologico-politique, son œuvre la plus révolutionnaire, était en gestation. Mais revenons aux racines de sa pensée. Qu'est-ce qui avait transformé ce jeune marchand juif en révolutionnaire intellectuel? La réponse se trouve dans l'observation minutieuse qu'il faisait de la société de son époque. Spinoza voyait comment les autorités religieuses utilisaient la peur de la damnation pour maintenir leur pouvoir. Il observait comment les superstitions étaient cultivées pour empêcher le peuple de réfléchir. Il analysait comment les guerres de religion servaient en réalité les intérêts politiques des princes. N'était-ce pas révolutionnaire pour l'époque de comprendre que la religion pouvait être un instrument de manipulation politique? Aujourd'hui, cette idée nous semble évidente, mais au XVIIe siècle, elle était littéralement impensable pour la plupart des gens. Spinoza allait plus loin. Il montrait que cette manipulation n'était pas accidentelle, mais systématique. Les autorités religieuses avaient développé des techniques sophistiquées pour maintenir le peuple dans l'ignorance et la soumission. Comment procédait-elle? D'abord, en entretenant la superstition. Plus le peuple était superstitieux, plus il était facile à contrôler. Les phénomènes naturels étaient présentés comme des manifestations divines. Les coïncidences devenaient des miracles. L'ignorance était transformée en vertu. Ensuite, en créant une caste de spécialistes du sacré. Seuls les prêtres pouvaient interpréter les textes sacrés. Seuls ils pouvaient communiquer avec le divin. Cette monopolisation du sacré créait une dépendance absolue du peuple envers le clergé. Mais Spinoza découvrait quelque chose de plus troublant encore. En étudiant les textes sacrés avec les méthodes de la critique historique, il s'apercevait que ces textes avaient été constamment modifiés, réinterprétés, adaptés aux besoins politiques du moment. Était-ce là sa découverte la plus dangereuse? Montrer que les textes soi-disant divins étaient en réalité des productions humaines, influencées par les circonstances historiques et les intérêts politiques? Cette découverte bouleversait tout l'édifice de l'autorité religieuse. Si les textes sacrés étaient d'origine humaine, si les prophéties étaient conditionnées par l'époque de leurs auteurs, si les miracles avaient des explications naturelles, alors sur quoi reposait l'autorité des églises? Spinoza allait encore plus loin. Il montrait que les contradictions internes des textes sacrés révélaient leurs origines multiples et leurs remaniements successifs. Comment le même Dieu pouvait-il être présenté tantôt comme miséricordieux, tantôt comme vengeur? Comment les mêmes événements pouvaient-ils être racontés différemment selon les sources? Ces questions n'étaient pas seulement académiques, elles touchaient au fondement même de la société européenne. Car si l'autorité religieuse n'était pas d'origine divine, si elle reposait sur la manipulation et la tromperie, alors toute la hiérarchie sociale était remise en question. Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza était si dangereux? Il ne se contentait pas de critiquer telle ou telle doctrine. Il attaquait le principe même de l'autorité religieuse. Il montrait que le pouvoir des églises reposait sur l'ignorance et la peur. Mais comment un homme seul pouvait-il défier un système si puissant? Comment Spinoza trouvait-il le courage de s'opposer à des institutions qui disposaient de moyens considérables pour réduire au silence leurs opposants? La réponse se trouve dans sa philosophie même. Spinoza avait développé une éthique qui faisait de la recherche de la vérité le bien suprême. Pour lui, vivre dans l'illusion était pire que mourir dans la vérité. Cette conviction lui donnait une force extraordinaire. Il savait également qu'il n'était pas complètement seul. Dans toute l'Europe, des esprits libres partageaient ses interrogations.
Des cercles de libres penseurs se formaient discrètement. La correspondance de Spinoza nous révèle l'existence d'un réseau international d'intellectuels qui remettaient en question l'orthodoxie religieuse. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas des révolutionnaires au sens politique du terme. Ils étaient mus par l'amour de la connaissance et la soif de vérité. Mais leur quête intellectuelle avait des implications politiques considérables. Car que se passerait-il si le peuple comprenait que les autorités religieuses le trompaient? Que se passerait-il si chacun se mettait à lire les textes sacrés avec un esprit critique? Que se passerait-il si la superstition cédait la place à la raison? Ces questions terrifiaient les pouvoirs établis. Ils comprenaient instinctivement que la philosophie de Spinoza portait en elle les germes d'une révolution intellectuelle majeure. C'est pourquoi, dès sa publication en 1670, le traité théologico-politique fut interdit dans la plupart des pays européens. Les autorités religieuses et politiques s'unirent pour empêcher sa diffusion. Mais était-il possible d'arrêter la propagation des idées? L'histoire nous montre que non. Malgré les interdictions, malgré les persécutions, malgré les condamnations, la pensée de Spinoza se répandait. Elle circulait dans les cercles intellectuels, elle inspirait de nouveaux questionnements, elle ouvrait de nouvelles perspectives. Mais revenons à l'homme lui-même. Comment Spinoza vivait-il cette situation? Comment supportait-il d'être haï et craint par tant de gens? Comment gérait-il la solitude de celui qui voit plus loin que ses contemporains? Ses contemporains nous le décrivent comme un homme d'une sérénité remarquable. Malgré les attaques, malgré les menaces, malgré l'isolement, il continuait son travail avec une patience infinie. Il polissait ses lentilles le jour et ses idées la nuit. Cette sérénité n'était pas de l'indifférence, c'était le fruit d'une sagesse profonde. Spinoza avait compris que la vérité finit toujours par triompher, même si cela prend du temps. Il travaillait pour les générations futures, sachant que son époque n'était pas prête à accepter ses idées. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément noble dans cette attitude ? Consacrer sa vie à la recherche de la vérité, sachant qu'on ne sera probablement pas reconnu de son vivant, accepter la solitude et l'incompréhension pour le bien de l'humanité future, cette noblesse d'âme transparaît dans toute l'œuvre de Spinoza, même quand il critique avec une sévérité implacable les institutions religieuses, il le fait sans haine ni amertume. Il cherche à comprendre, à expliquer, à éclairer. Il veut libérer l'humanité de ses chaînes, pas punir ceux qui les ont forgées. Cette approche était révolutionnaire. La plupart des critiques de la religion étaient motivées par la colère ou le ressentiment. Spinoza, lui, était mu par l'amour de la vérité et la compassion pour l'humanité souffrante. Car il voyait bien que les superstitions religieuses causaient des souffrances immenses. Les guerres de religion avaient dévasté l'Europe. L'Inquisition torturait et tuait au nom de Dieu. Les persécutions religieuses chassaient les populations de leurs terres. Tout cela au nom de croyances que Spinoza savait être humaines et donc faillibles. Comment ne pas être révolté par tant d'absurdités? Comment ne pas vouloir ouvrir les yeux de ses contemporains sur la vanité de ces conflits? Comment ne pas chercher à montrer qu'une autre voie était possible? Cette autre voie, Spinoza l'appelait la voie de la raison. Non pas une raison froide et calculatrice, mais une raison éclairée par l'amour de la vérité et guidée par la compassion pour l'humanité. Mais cette voie exigeait un courage extraordinaire, car elle impliquait de remettre en question tout ce que la société considérait comme sacré. Elle demandait de regarder la réalité en face, même quand elle était dérangeante. Elle nécessitait d'accepter l'incertitude plutôt que de se réfugier dans des certitudes illusoires. Spinoza avait ce courage. Il était prêt à affronter l'incompréhension, la haine, la solitude pour faire avancer la connaissance humaine. Il était prêt à sacrifier sa tranquillité personnelle pour le bien de l'humanité. Cette attitude héroïque ne passait pas inaperçue. Même ses ennemis reconnaissaient sa sincérité et sa noblesse de caractère. Ils pouvaient haïr ses idées, mais ils ne pouvaient pas nier sa grandeur d'âme. C'est cette grandeur d'âme qui donnait tant de force à sa pensée. Spinoza ne parlait pas seulement avec son intelligence, il parlait avec toute sa personne. Sa vie était cohérente avec sa philosophie. Il incarnait les valeurs qu'il prônait. Cette cohérence était elle-même révolutionnaire. Combien de penseurs prêchaient la vertu tout en menant une vie dissolue?
Combien de religieux parlèrent de pauvreté tout en s'enrichissant? Combien de philosophes prônaient la sagesse tout en étant esclaves de leur passion? Spinoza, lui, vivait selon ses principes. Il menait une vie simple, consacrée à la recherche de la vérité. Il refusait les honneurs et les richesses. Il cultivait la sérénité et la bienveillance. Il était devenu lui-même l'illustration vivante de sa philosophie. Cette exemplarité renforçait considérablement l'impact de ses idées, car les gens voyaient bien que sa philosophie produisait des fruits. Elle transformait celui qui la pratiquait en un être plus noble, plus sage, plus humain. N'était-ce pas là la meilleure preuve de la valeur de sa pensée? Quand une philosophie élève celui qui l'embrasse, quand elle le rend meilleur, plus juste, plus heureux, ne prouve-t-elle pas sa vérité? Cette dimension existentielle de la philosophie de Spinoza était cruciale. Il ne s'agissait pas seulement d'idées abstraites, mais d'une manière de vivre. Sa philosophie était une éthique pratique, un art de vivre, une voie vers la félicité. Mais cette voie exigeait un travail considérable sur soi-même. Il fallait apprendre à dominer ses passions, à cultiver la raison, à développer l'amour de la vérité. Il fallait accepter de remettre en question ses croyances les plus profondes. Tout le monde n'était pas prêt à un tel effort. Beaucoup préféraient la facilité des croyances toutes faites, même si elles étaient fausses. Il préférait la sécurité de l'ignorance à l'angoisse de la recherche. Spinoza comprenait cette faiblesse humaine. Il ne jugeait pas ceux qui n'avaient pas le courage de la vérité, mais il ne renonçait pas pour autant à sa mission. Il continuait à écrire, à penser, à chercher, espérant que ses idées finiraient par porter leurs fruits. Et il avait raison d'espérer, car même de son vivant, son influence commençait à se faire sentir. Des disciples se formaient autour de lui. Sa correspondance révèle l'existence d'un réseau de penseurs qui s'inspiraient de ses idées. Ces hommes et ces femmes étaient les précurseurs d'un mouvement qui allait transformer l'Europe. Les Lumières. Car qu'étaient les Lumières, sinon la généralisation des idées de Spinoza? L'application de la raison critique à tous les domaines de la connaissance, la remise en question de toutes les autorités traditionnelles, Voltaire, Diderot, d'Alembert, tous ces grands noms des Lumières étaient les héritiers de Spinoza. Ils avaient appris de lui à questionner, à critiquer, à chercher la vérité par-delà les apparences, mais cette filiation était souvent cachée. Car même au XVIIIe siècle, se réclamer de Spinoza était dangereux. Son nom était synonyme d'athéisme et de subversion. Les philosophes des Lumières préféraient souvent taire leur dette envers lui. Cette discrétion n'enlevait rien à la réalité de son influence. Spinoza était devenu le maître secret de l'Europe éclairée. Ses idées circulaient sous d'autres noms, mais elles façonnaient les mentalités, car ses intuitions étaient justes. Il avait compris que l'humanité était prête pour une révolution intellectuelle. Il avait senti que les vieilles certitudes s'effritaient, que les nouvelles générations aspiraient à plus de liberté de pensée. Cette aspiration était le fruit de transformations profondes de la société européenne. Le développement du commerce, la multiplication des échanges, la découverte de nouveaux mondes, tout cela élargissait les horizons et relativise les certitudes traditionnelles. Spinoza était le produit de cette époque de transition, mais il était aussi son prophète. Il annonçait ce qui allait venir. Une humanité plus libre, plus éclairée, plus tolérante. Cette vision optimiste de l'avenir humain était peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de sa pensée. Car jusqu'alors, la plupart des philosophies étaient pessimistes. Elles voyaient dans l'homme un être déchu, condamné à la souffrance et à l'erreur. Spinoza, au contraire, croyait aux possibilités infinies de l'esprit humain. Il pensait que l'homme pouvait progresser, s'élever, se libérer de ses chaînes. Il avait une confiance absolue dans le pouvoir de la raison et de l'éducation. Cette confiance n'était pas naïve. Spinoza connaissait les faiblesses humaines. Il savait que le chemin vers la vérité était long et difficile, mais il croyait que ce chemin était possible, qu'il valait la peine d'être parcouru. Cette foi dans le progrès humain était contagieuse. Elle donnait courage à ceux qui luttaient contre l'ignorance et la superstition. Elle inspirait les réformateurs, les éducateurs, tous ceux qui œuvraient pour un monde meilleur. Mais cette foi dérangeait aussi ceux qui profitaient de l'ignorance populaire. Car si le peuple s'éduquait, s'il apprenait à raisonner, s'il cessait de croire aveuglément, que deviendrait le pouvoir des manipulateurs? C'est pourquoi la bataille autour des idées de Spinoza était si acharnée.
Il ne s'agissait pas seulement de débats intellectuels, il s'agissait de l'avenir de l'humanité. Allait-elle rester dans l'ignorance et la superstition, ou allait-elle s'engager sur la voie de la raison et de la liberté? Cette bataille n'était pas encore gagnée du temps de Spinoza. Elle ne l'est toujours pas aujourd'hui, car les forces de l'obscurantisme sont tenaces. Elles s'adaptent, elles se renouvellent, elles trouvent toujours de nouvelles formes. Mais l'exemple de Spinoza nous montre que la résistance est possible, qu'un homme seul, armé de sa seule raison et de son courage, peut ébranler les plus puissantes institutions, qu'il peut allumer une flamme qui ne s'éteindra jamais. Cette flamme, c'est celle de la liberté de penser, c'est celle de l'exigence de vérité, c'est celle de l'espoir en l'humanité. Spinoza l'a allumée il y a plus de 3 siècles. Elle brûle encore aujourd'hui. Elle brûle dans tous ceux qui refusent de se laisser manipuler. Elle brûle dans tous ceux qui cherchent la vérité par-delà les apparences. Elle brûle dans tous ceux qui croient que l'humanité peut progresser. Cette flamme, c'est l'héritage de Spinoza. C'est son gift à l'humanité. C'est sa victoire sur ceux qui voulaient l'éteindre. Car aujourd'hui, nous pouvons le dire, Spinoza a gagné. Ses idées ont triomphé. La liberté de penser s'est imposée. La critique des religions est devenue possible. L'exigence de vérité a progressé. Bien sûr, le combat n'est pas terminé. Il ne le sera jamais, car chaque génération doit reconquérir sa liberté de penser. Chaque époque doit résister aux nouvelles formes de manipulation. Mais l'exemple de Spinoza nous montre que c'est possible, qu'un homme de conviction peut changer le monde, qu'une pensée juste finit toujours par triompher. C'est là le véritable message de Spinoza. Non pas seulement la critique des religions, mais la confiance dans la capacité humaine de progrès. Non pas seulement la dénonciation des erreurs, mais l'espoir dans la vérité. Cette leçon d'espoir, nous en avons bien besoin aujourd'hui, car notre époque aussi connaît ses obscurantismes, ses manipulations, ses fausses certitudes. Elle aussi a besoin de ses Spinoza. Peut-être êtes-vous l'un d'eux, peut-être avez-vous, vous aussi, le courage de questionner, de chercher, de résister. Peut-être porterez-vous, vous aussi, la flamme de la liberté de penser. Si c'est le cas, alors l'esprit de Spinoza vit encore, et c'est là sa plus belle victoire. Spinoza, la révolution silencieuse qui continue aujourd'hui. Que reste-t-il d'un homme quand les siècles passent et que les empires s'effondrent? Que reste-t-il d'une pensée quand ceux qui l'ont combattue ne sont plus que poussière? Aujourd'hui, nous découvrons ensemble l'héritage extraordinaire de Baruch Spinoza, cet homme qui a changé le monde en silence. Si vous êtes passionné par ces histoires qui révèlent les secrets cachés de notre civilisation, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations fascinantes. Et partagez avec nous dans les commentaires de quel pays nous rejoignez-vous aujourd'hui et à quelle heure découvrez-vous cette histoire. Chaque témoignage compte pour cette communauté de chercheurs de vérité. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce vers le haut nous aide énormément à partager ces découvertes historiques avec plus de personnes. Votre soutien est précieux pour continuer ce travail de révélation. Nous voici arrivés au moment le plus crucial de notre histoire. Spinoza a 44 ans. Nous sommes en 1677 et quelque chose d'extraordinaire se prépare dans le secret de sa petite maison de La Haye. Le philosophe sait qu'il va mourir. Sa santé décline rapidement, minée par des années de travail acharné et par la poussière de verre qu'il inhale quotidiennement dans son atelier. Mais savez-vous ce qui obsède Spinoza dans ces derniers mois? Ce n'est pas la mort qui approche, c'est l'avenir de ses idées. Il sait que ces manuscrits contiennent des vérités qui pourraient libérer l'humanité de ses chaînes, mais il sait aussi que ces vérités sont dangereuses, peut-être trop dangereuses pour son époque. Imaginez la scène. Dans cette petite chambre de La Haye, un homme mourant met la dernière main à l'œuvre qui va révolutionner la pensée occidentale. L'éthique, son chef-d'œuvre, est enfin terminé. Mais Spinoza hésite. Doit-il publier ce texte de son vivant? Doit-il affronter une dernière fois la fureur des autorités religieuses et politiques? Cette hésitation révèle quelque chose de profond sur la nature de Spinoza. Cet homme, qui avait consacré sa vie à la recherche de la vérité, mesurait parfaitement le prix de cette vérité. Il savait que ses idées allaient déclencher une tempête. Il savait que des hommes allaient être persécutés, emprisonnés, peut-être même tués à cause de ses écrits.
Mais pouvait-il pour autant renoncer à transmettre ce qu'il avait découvert? Pouvait-il emporter dans la tombe des vérités qui pourraient sauver l'humanité de l'ignorance et de la superstition? Cette question le torturait. Finalement, Spinoza prit une décision qui révèle toute sa sagesse. Il renonça à publier l'éthique de son vivant, mais il s'assura que ses manuscrits seraient conservés et publiés après sa mort. Il choisit de faire confiance à l'avenir, espérant que les générations futures seraient plus prêtes à accueillir ses idées. Cette décision était-elle de la prudence ou de la lâcheté? Était-ce de la sagesse ou de la faiblesse? L'histoire nous donne la réponse. En différant la publication de son œuvre majeure, Spinoza lui permit de survivre aux persécutions qui n'auraient pas manqué de s'abattre sur elle. Car que contenait donc cette éthique qui effrayait tant son auteur? Imaginez un système philosophique complet qui expliquait l'univers, l'homme et Dieu, sans faire appel à aucune autorité extérieure, sans invoquer aucune révélation, sans s'appuyer sur aucune tradition. Une philosophie entièrement fondée sur la raison et l'observation. Dans cette œuvre, Spinoza accomplissait ce que personne n'avait osé faire avant lui. Il montrait que l'homme pouvait accéder à la vérité et au bonheur par ses propres moyens. Il n'avait besoin ni de prêtres, ni de prophètes, ni de révélations. La raison et l'amour suffisaient. Cette idée était révolutionnaire. Elle signifiait que chaque être humain portait en lui les moyens de son émancipation, que personne n'avait le droit de s'interposer entre l'homme et la vérité, que toutes les autorités qui prétendaient détenir le monopole du sacré étaient des usurpatrices. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette philosophie était si dangereuse? Elle ne se contentait pas de critiquer telle ou telle religion. Elle rendait toute religion organisée inutile. Elle libérait l'humanité de la tutelle des églises. Mais cette libération n'était pas seulement négative. Spinoza ne se contentait pas de détruire. Il construisait. Il montrait ce que pouvait devenir l'homme une fois libéré de ses chaînes. Il décrivait un être humain capable de sagesse, de joie, d'amour véritable. Car c'était là le cœur de sa philosophie. L'homme n'était pas un être déchu, condamné à la souffrance. Il était un être capable de perfection, destiné à la béatitude. Mais cette perfection, il devait la conquérir par ses propres efforts. Cette vision optimiste de la nature humaine était elle-même révolutionnaire. Pendant des siècles, la philosophie et la religion avaient enseigné que l'homme était fondamentalement mauvais, qu'il ne pouvait espérer le salut que par la grâce divine ou l'intervention des autorités religieuses. Spinoza renversait cette vision. Il montrait que l'homme était fondamentalement bon, qu'il aspirait naturellement à la vérité et au bonheur. Si les hommes étaient malheureux, c'était parce qu'ils étaient trompés, manipulés, maintenus dans l'ignorance. Cette révélation avait des implications politiques considérables. Car si l'homme était naturellement bon, pourquoi fallait-il des autorités pour le contraindre? Pourquoi fallait-il des prêtres pour le sauver? Pourquoi fallait-il des rois pour le gouverner? Spinoza n'allait pas jusqu'à prôner l'anarchie. Il comprenait que la société était nécessaire, mais il montrait que l'autorité légitime était celle qui aidait l'homme à réaliser sa nature, pas celle qui l'opprimait au nom de prétendues vérités supérieures. Cette philosophie politique était en avance de plus d'un siècle sur son époque. Elle annonçait les révolutions démocratiques qui allaient transformer l'Europe et l'Amérique. Elle préparait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais revenons au dernier jour de Spinoza. Le 21 février 1677, le philosophe s'éteint paisiblement dans sa petite maison de La Haye. Il meurt comme il a vécu, dans la simplicité et la sérénité. Ces derniers mots, rapportés par ceux qui l'entouraient, témoignent de sa sagesse. « J'ai vécu assez longtemps pour accomplir ce que j'avais à faire. Mais savez-vous ce qui se passa immédiatement après sa mort? Ses amis, ces hommes fidèles qui avaient partagé sa quête de vérité, se mobilisèrent pour sauver son œuvre. Ils récupérèrent ses manuscrits, les mirent en sécurité, organisèrent leur publication clandestine. Cette solidarité révèle quelque chose d'important. Spinoza n'était pas seul. Il avait réussi à créer autour de lui un cercle de disciples qui partageaient sa vision. Ces hommes étaient prêts à prendre des risques considérables pour préserver et diffuser ses idées.
L'un d'entre eux, Ludwig Mayer, médecin et philosophe, prit la tête de cette opération de sauvetage. Il organisa la publication posthume des œuvres de Spinoza en prenant toutes les précautions possibles pour éviter les représailles, car les risques étaient réels. Dès que les autorités eurent vent de l'existence de ces manuscrits, elles tentèrent de les saisir. La maison de Spinoza fut fouillée, ses papiers furent confisqués, ses amis furent surveillés. Mais il était trop tard. L'œuvre était déjà en sécurité. Les manuscrits avaient été copiés, cachés, dispersés. Le réseau des disciples de Spinoza fonctionnait avec une efficacité remarquable. N'est-ce pas émouvant cette fidélité des amis de Spinoza? Ces hommes qui risquaient leur liberté, leur carrière, leur réputation pour sauver la pensée de leur maître, ils comprenaient qu'ils étaient les dépositaires d'un trésor inestimable. Et ils avaient raison. Car dès leur publication, les œuvres posthumes de Spinoza provoquèrent un séisme intellectuel. L'éthique, en particulier, bouleversa tous ceux qui la lurent. Cette œuvre dense et difficile contenait des idées d'une audace inouïe. Mais qui étaient ces premiers lecteurs de Spinoza? Qui étaient ces hommes assez courageux pour s'aventurer dans une philosophie si dangereuse? Ils appartenaient à cette élite intellectuelle européenne qui, depuis la Renaissance, remettait en question les certitudes traditionnelles. Parmi eux, on trouvait des médecins, des juristes, des diplomates, des marchands cultivés. Ils étaient unis par une même soif de connaissance et une même impatience face aux dogmes établis. Ils formaient une sorte de république des lettres qui transcendait les frontières nationales et religieuses. Ces hommes furent les premiers propagateurs de la pensée spinoziste. Ils la diffusèrent dans leur réseau, l'adaptèrent à leur époque, la développèrent selon leurs propres intuitions. Ils créèrent ce qu'on pourrait appeler une école spinoziste clandestine. Car il fallait bien que cette diffusion reste secrète. Avouer publiquement son spinozisme était encore, à la fin du XVIIe siècle, extrêmement dangereux. Les autorités religieuses et politiques ne plaisantaient pas avec ce qu'elles considéraient comme de l'athéisme et de la subversion. Cette clandestinité donna une saveur particulière à la diffusion des idées de Spinoza. Elles circulaient comme des secrets d'État, elles se transmettaient comme des formules magiques. Ceux qui les connaissaient avaient le sentiment d'appartenir à une élite initiée. Mais cet élitisme ne devait pas durer, car les idées de Spinoza portaient en elles une dynamique démocratique. Elles affirmaient que la vérité était accessible à tous, que chaque homme pouvait accéder à la sagesse par ses propres moyens. Cette démocratisation de la sagesse était peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la pensée spinoziste. Jusqu'alors, la sagesse était réservée à une élite, les prêtres, les philosophes, les initiés. Spinoza montrait qu'elle était le droit naturel de tout être humain. Cette idée allait faire son chemin. Elle allait nourrir les philosophies des Lumières, inspirer les révolutions démocratiques, fonder la conception moderne de l'éducation. Elle allait transformer la face du monde. Mais cette transformation ne se fit pas sans résistance. Les forces conservatrices comprirent rapidement le danger que représentait la pensée spinoziste. Elles organisèrent une contre-offensive systématique. Les œuvres de Spinoza furent mises à l'index par l'Église catholique. Elles furent interdites dans la plupart des pays européens. Leurs lecteurs furent poursuivis, emprisonnés, parfois exécutés. On tenta d'effacer jusqu'au nom de Spinoza de la mémoire collective. Mais était-il possible d'arrêter la propagation d'idées si puissantes? L'histoire nous montre que non. Malgré toutes les persécutions, malgré toutes les interdictions, la pensée de Spinoza continuait à se répandre. Elle se transmettait de maître à disciple, de père en fils, d'ami à ami. Elle s'adaptait aux circonstances, se cachait sous d'autres noms, se déguisait en d'autres doctrines. Mais elle gardait toujours sa force subversive. Cette résistance de la pensée spinoziste à la répression révèle quelque chose de profond sur la nature des idées. Quand une idée correspond à un besoin profond de l'humanité, quand elle exprime une vérité fondamentale sur la condition humaine, elle devient indestructible. Et c'était bien le cas des idées de Spinoza. Elles répondaient à une aspiration fondamentale de l'humanité, le désir de liberté, de vérité, de bonheur.
Elles exprimaient ce que beaucoup ressentaient confusément mais n'osaient pas formuler. Cette correspondance entre les idées de Spinoza et les aspirations profondes de son époque explique leur succès à long terme. Même réprimée, même occultée, elle continuait à travailler les esprits. Elle préparait les grandes transformations intellectuelles et politiques qui allaient suivre. Car le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, fut largement spinoziste sans toujours l'avouer. Voltaire, Diderot, d'Alembert, Rousseau même, tous ces grands noms étaient nourris de la pensée spinoziste. Ils avaient appris de Spinoza à critiquer les religions, à faire confiance à la raison, à croire au progrès humain. Mais ils ne pouvaient pas toujours reconnaître ouvertement leurs dettes. Le nom de Spinoza restait sulfureux. Il était plus prudent de se réclamer de Descartes ou de Locke que du philosophe d'Amsterdam. Cette prudence était-elle nécessaire? Probablement, car même au siècle des Lumières, les idées de Spinoza gardaient leur pouvoir subversif. Elles continuaient à déranger les pouvoirs établis, à inquiéter les autorités, à scandaliser les bien-pensants. Mais cette subversion était-elle négative? Détruisait-elle vraiment les fondements de la société? Ou bien au contraire, ne préparait-elle pas une société plus juste, plus libre, plus humaine? L'histoire nous donne la réponse. Les idées de Spinoza ont contribué à créer le monde moderne. Elles ont inspiré les révolutions démocratiques, fondé les droits de l'homme, établi la liberté de conscience. Elles ont libéré l'humanité de bien des chaînes. Cette libération n'était pas seulement politique, elle était aussi intellectuelle et morale. Les idées de Spinoza ont appris aux hommes à penser par eux-mêmes, à questionner les autorités, à chercher la vérité par leurs propres moyens. Cette émancipation intellectuelle était peut-être l'apport le plus précieux de Spinoza à l'humanité. Car une fois que l'homme a appris à penser librement, plus personne ne peut l'asservir définitivement. Il peut être opprimé temporairement, mais il garde toujours la capacité de se libérer. Cette capacité de libération, Spinoza l'avait théorisée dans son Éthique. Il avait montré que l'homme pouvait, par la seule force de sa raison et de son amour, accéder à la béatitude. Il avait décrit le processus par lequel l'être humain se libère de ses passions tristes pour accéder à la joie parfaite. Cette description était-elle utopique? Décrivait-elle un idéal impossible à atteindre? Ou bien traçait-elle un chemin praticable vers la sagesse et le bonheur? L'expérience de Spinoza lui-même suggère que ce chemin est praticable, car cet homme qui avait perdu sa famille, sa communauté, sa place dans la société, qui avait été haï et persécuté, avait réussi à atteindre une forme de sérénité remarquable. Cette sérénité n'était pas de l'indifférence, c'était le fruit d'une sagesse profonde, d'une compréhension juste de la condition humaine. Spinoza avait appris à accepter ce qu'il ne pouvait pas changer et à agir sur ce qu'il pouvait transformer. Cette sagesse pratique était peut-être l'aspect le plus précieux de son héritage, car elle montrait que la philosophie n'était pas seulement une spéculation intellectuelle, elle était un art de vivre, une technique de bonheur, une voie vers la liberté intérieure. Cette voie, Spinoza l'avait tracée pour lui-même, mais il l'avait aussi tracée pour l'humanité. Son éthique était un manuel de libération, un guide vers la sagesse, un testament spirituel légué aux générations futures. Ce testament, nous en sommes aujourd'hui les héritiers. Les idées de Spinoza continuent à nourrir notre réflexion, à éclairer notre chemin, à inspirer notre action. Elles nous rappellent que la vérité est possible, que la liberté est accessible, que le bonheur est à notre portée. Mais cet héritage nous impose aussi des responsabilités, car nous vivons dans un monde qui a encore besoin des idées de Spinoza. Un monde où l'obscurantisme refait surface, où les manipulations se multiplient, où les fausses certitudes prospèrent. Face à ces défis, les idées de Spinoza gardent toute leur actualité. Elles nous rappellent l'importance de la raison critique, la nécessité de la tolérance, la valeur de la liberté de conscience. Elles nous encouragent à questionner, à chercher, à résister, car la révolution spinoziste n'est pas terminée. Elle continue dans chaque esprit qui refuse de se laisser manipuler, dans chaque conscience qui cherche la vérité, dans chaque cœur qui aspire à la liberté. Cette révolution silencieuse, commencée dans l'atelier d'un polisseur de lentilles d'Amsterdam, continue aujourd'hui dans chaque école, dans chaque université, dans chaque laboratoire où des hommes et des femmes cherchent à comprendre le monde et à l'améliorer. Elle continue dans chaque démocratie où les citoyens exercent leur droit de vote, dans chaque tribunal où la justice est rendue selon des principes rationnels,
dans chaque parlement où les lois sont débattues librement. Elle continue dans chaque bibliothèque où les livres circulent librement, dans chaque journal où l'information est transmise sans censure, dans chaque réseau où les idées s'échangent sans frontières. Cette révolution, c'est notre révolution. C'est celle de tous ceux qui croient que l'humanité peut progresser, que la vérité peut triompher, que la liberté peut l'emporter sur l'oppression. Spinoza nous a montré le chemin. À nous maintenant de le suivre, de l'adapter à notre époque, de le transmettre aux générations futures. Car sa révolution n'aura de cesse que lorsque chaque être humain aura accès à la vérité, à la liberté, au bonheur. Cette promesse, formulée il y a plus de 3 siècles dans la solitude d'un atelier hollandais, résonne encore aujourd'hui avec une force intacte. Elle nous rappelle que l'espoir est permis, que l'effort en vaut la peine, que l'avenir peut être meilleur que le passé. C'est là le véritable héritage de Spinoza, non pas seulement une philosophie, mais une espérance. Non pas seulement des idées, mais une vision. Non pas seulement une œuvre, mais un programme pour l'humanité. Ce programme, nous en sommes tous les héritiers et les continuateurs. À nous de le mener à bien, avec la même patience, la même persévérance, la même foi en l'humanité que ce polisseur de lentilles qui a changé le monde en silence. Car c'est ainsi que les vraies révolutions se font, non pas dans le bruit et la fureur, mais dans le silence et la persévérance, non pas par la force, mais par la vérité, non pas par la haine, mais par l'amour. Spinoza nous a enseigné cette leçon. À nous maintenant de la mettre en pratique. À nous de continuer sa révolution silencieuse, jusqu'à ce que justice soit faite à l'humanité tout entière.